Salut Nanako, tu vas bien? Moi ça va super. C'est dur de plus se voir depuis qu'on est rentré au lycée, mais j'espère que tu t'es fait plein d'amis dans ta nouvelle école. Tu as toujours été la plus drôle et la plus belle de nous deux. Je suis pas inquiète pour toi. Pour moi ça a été difficile au début, mais ça va mieux. Je commence même à me faire des amies. Elles sont super. J'aimerais beaucoup que tu les rencontres. Une de mes nouvelles amies, la première que je me suis faite, m'a fait rentrer dans un club. C'est pas vraiment un club officiel du lycée, mais c'est vraiment chouette. La présidente, Mitsuko, est la fille la plus cool de l'école. On fait des réunions où on parle de tout et de rien. Mitsuko est vraiment intelligente et connaît plein de livres vraiment passionnants qu'on lit ensemble. On fait des activités entre filles pour renforcer nos liens dans le plaisir et la découverte. Mitsuko nous fait même faire du sport et j'adore ça! Et tu te souviens combien j'étais nulle en sport? Je suis tellement heureuse de les avoir rencontrées. Crois-moi, elles sont super. J'aimerais vraiment beaucoup que tu les rencontres. Mitsuko dit qu'elle connaît quelqu'un qui pourrait ouvrir un club semblable dans ton école. Takimika, ton amie, à la vie et à la mort. Contrairement aux autres vidéos que j'ai faites, Suicide Club a d'abord été un film, puis a été adapté en manga. Allons-y donc à l'envers. Suicide Club est un film de Sion Sono, sorti en 2001. Réalisateur, scénariste, écrivain, poète et figure controversée ainsi que provocatrice du cinéma nippon, Sion Sono, en près de 30 ans de carrière, a légué certains des films les plus dérangeants et audacieux de l'histoire du Japon. Et tout a réellement commencé avec Suicide Club. Sion Sono est né le 18 décembre 1961 à Toyogawa, dans le Haïti. Son enfance est le fruit et a été bercée par les paysages côtiers de la baie de Mikawa et par des parents très stricts et traditionnels. Son père, Otomi Sono, était professeur d'anglais à l'université d'Haïti. Le petit Sion a pu être en contact avec la grande littérature tant japonaise qu'étrangère. Il découvre également enfant le cinéma de François Truffaut, Vittorio De Sica, René Clément et Arthur Penn. À l'adolescence, il se passionne pour Kenji Fukasaku et son cinéma violent et provocateur. Adolescent créatif, il commence à publier des poèmes à 17 ans dans des revues comme Oleka et Kantenshi Taisho, ce qui le pousse à s'inscrire à l'université d'Osai et à déménager à Tokyo. En plus de ses études en littérature et de son engagement au mouvement littéraire et contestataire Gagaga, Sion Sono s'initie au cinéma et produit tout le long des années 80 une grande quantité de courts-métrages et d'expérimentations artistiques avec sa caméra Super 8. En 1987, son court-métrage Otoko no Anamechi remporte le grand prix du film Pia, ce qui lui permet, grâce à la boucle qui y est reliée, de réaliser un premier long-métrage en 1990, Shidensa Toeki, film qui sera de la programmation officielle du Festival de Berlin de 1990. Il déménage alors à San Francisco et s'inscrit en cinéma
à l'Université de Californie à Berkeley. Mais au lieu d'aller à ses cours ou de simplement prendre le temps d'apprendre l'anglais, il préfère passer son temps à écouter des films de série B et des films pornographiques. Il retourne au Japon un an plus tard et reprend sa carrière cinématographique. Il a continué à se faire de plus en plus connaître durant toutes les années 90 dans le milieu artistique japonais et dans le circuit des festivals. Il devra attendre 2000 pour voir un premier film être distribué de façon commerciale dans des salles avec le documentaire Otsosimi. C'est ce qui lui a apporté la crédibilité et un budget de 30,4 millions de yens pour réaliser Suicide Club, film qu'il a tourné en seulement 6 semaines et film qu'il a fait découvrir au grand public, tant au Japon qu'à l'international, et qui a imposé son style provocateur, très sanglant et dérangeant, de la quarantaine de longs métrages qu'il a réalisés en 30 ans. Nous pouvons retenir Twin Circus, Love Exposures, Cold Fist, Guilty of Offense, Ibitsu, Why Don't You Play in Hell, Tag et Anti-Borno. Et ce n'est qu'une courte liste. Ses plus récentes œuvres ont même été produites par Netflix et Amazon, preuve qu'il est très loin de l'artiste anti-système de ses débuts. Je dois aussi souligner qu'en mars 2022, 2 actrices ont porté plainte contre Son Sono pour agression sexuelle, ce qui a ouvert la voie à des dizaines de plaintes d'autres femmes sur sa pratique courante d'offrir des rôles contre des faveurs sexuelles. Une seconde. Le réalisateur qui n'hésite jamais à faire se déshabiller ses comédiennes à l'écran, même quand le scénario ne l'exige absolument pas, et qui a dit en 2011, ouvrez les guillemets, les actrices qui ne peuvent se déshabiller devraient rentrer chez elles maintenant. Cet homme serait un agresseur sexuel? Impossible! Inimaginable! Mais la poursuite n'est pas réglée. Je n'en dirai pas plus. Sans vouloir défendre qui que ce soit, la pratique d'offrir un rôle en essence de faveur sexuelle est encore plus vieille que le cinéma. Personne ne me fera croire que William Shakespeare ou Aristophane n'ont jamais offert un rôle à un comédien en essence d'une nuit en leur compagnie. Pour en revenir à Suicide Club, l'idée du film est venue à Sion Sono durant son séjour à San Francisco. L'esprit rempli d'une imagerie sombre et dépressive, il transpose ses sentiments en une ébauche de roman complexe et opaque. Roman qu'il a fini par publier en 2002. De là, il écrivit le scénario du film. Mais que raconte ce film? Lors d'une fin de journée ordinaire à Tokyo, un groupe de 54 collégiens décide de se jeter ensemble devant un train sans la moindre explication. Cette tragédie va perturber la population et de plus en plus de collégiens comme d'adultes vont eux aussi se tuer. 3 policiers, Kuroda, Shibusawa et Murata, vont tenter de comprendre la raison derrière tous ces suicides.
Mais plus ils enquêtent, et plus ça devient complexe et dénué de sens. Suicide Club fait partie des films qui ont introduit le renouveau de l'horreur japonais, tant dans son pays que dans le monde civilisé. Il respecte effectivement ce qui est considéré former les codes du The Horror moderne, du moins au début. Le film ouvre sur la vie courante, sur le quotidien de la majorité des Tokyoïdes et des Japonais. Le soir, une gare, un train, des salariman qui rentrent chez eux, des étudiants qui ont fini les cours, la normalité. Puis arrive un événement terrifiant qui bouleverse l'ordinaire et plonge tout le monde dans l'horreur. Ce qui a toujours été le modèle de l'horreur japonais, simplement transposé dans un cadre moderne. Certes, dès l'arrivée des collégiennes à l'écran, le spectateur sent que tout n'est pas normal. Sans pouvoir dire quoi, l'horreur est surprenante, mais pas inattendue. Le niveau d'intensité de la violence l'est un peu plus, mais c'est une autre histoire. Si on utilise essentiellement les trois principaux lieux fétiches du horreur, l'école, les appartements miteux et délabrés, ainsi qu'un hôpital de nuit, même si une grande partie du film se passe aussi dans un commissariat. Et comme beaucoup de films du horreur, le reste du film va être une enquête pour savoir ce qui s'est passé. Ici porté par trois détectives qui sont plus le lion autour desquels les autres personnages et l'histoire va tourner que de réels personnages principaux. Comme beaucoup de films du horreur, mais pas tous, le film met en garde le spectateur contre les méfaits de la technologie. Dans ce cas, les réseaux sociaux et les technologies de communication de masse, l'Internet, la télévision, les médias, les idoles et bien sûr le fax, cette technologie des enfers. Le film met en opposition les liens artificiels que créent ces médiums et qui donnent l'impression aux gens d'être interconnectés aux liens réels de la famille, de la vie de couple, de la vie professionnelle et de l'amitié, qui sont négligés et vidés de toute substance. Ces suicides sont autant le fait d'une force mystérieuse que de l'influence sur des esprits fragiles et influençables, sur des individus en quête de sens et de repères, des médias de masse. Ces médias qui, au-delà de rapporter la nouvelle, contribuent à glorifier ces morts, à les rendre populaires, à insinuer l'idée que pour faire parler de soi, pour devenir célèbre et pour faire ce qui est à la mode, il faut se tuer. Si on pousse au maximum l'idée que la culture populaire, les idoles, les forums, le réseau social le plus puissant à l'époque et la télévision vendent un conformisme à la population et les poussent à faire ce qu'ils veulent. C'est littéralement le concept de « si ton idole se jette en bas d'un pont ou de quai de gare, vas-tu l'imiter ?» Des gens qui se suicident en raison de la mort d'une vedette ou de ses messages. C'est vieux comme les médias. Mais Sion pousse cette idée dans une proportion exponentielle dont personne ne sait d'où ce virus mortel est parti et comment il va s'arrêter. Certains voient aussi un propos féministe dans Suicide Club. Effectivement, ce sont plus des femmes qui font avancer l'histoire que l'enquête des trois policiers. Mais c'est de la difficulté à prendre au sérieux le message féministe
quand Sion fait se déshabiller plusieurs de ses protagonistes féminines majeures. Sion Sono a également réalisé en 2005 un préquel à Suicide Club, Noriko no Shokadaku, film dans lequel il donne plus de réponses à l'univers. Un troisième film aurait dû compléter une trilogie, mais il ne s'est jamais fait, faute de financement. Toujours-est-il que lors de son retour au Japon en 1991, Sion s'est beaucoup lié d'amitié avec le milieu des artistes d'art visuel japonais. Bien avant le cinéma et la poésie, Sion rêvait de devenir mangaka ou peintre, mais n'avait pas l'habilité pour y parvenir. Il a toujours eu une affinité avec ces artistes, dont un jeune artiste multidisciplinaire qui commençait à se faire un nom comme mangaka, Osamu Furuya. Adorant son univers, il lui a proposé d'adapter son scénario de Suicide Club en manga, ce que ce dernier a refusé, trouvant l'histoire suffisante en elle-même. Mais comme devant une comédienne refusant ses avances, avec les années, Sion est revenu à la charge. Et au fil de leur collaboration, Furuya a fini par accepter de s'inspirer du scénario de Suicide Club, mais pour raconter à sa façon l'histoire. Ce qui a donné la manga, œuvre indépendante du film, mais aussi œuvre servant d'outil de promotion pour le film. Osamu Furuya est né le 25 janvier 1968 à Tokyo. Passionné depuis l'enfance de manga, il s'inscrit dès l'école primaire au cours par correspondance de manga d'Osamu Tezuka. À l'adolescence, il se met à s'intéresser à des artistes plus sombres et torturés qui influenceront grandement son style à venir. Diplômé de l'Université des Beaux-Arts de Tama, où il pratiquait la peinture à l'huile, il y découvre aussi la danse Buto. Dès sa sortie de l'université, il se met à enseigner l'art plastique au lycée et accepte des contrats d'illustration. Il a également été un assistant pour la mangaka et musicienne Di. Considérant sa démarche trop abstraite pour les standards des mangas commerciaux de l'époque, Furuya commence par explorer plusieurs formats narratifs et plusieurs styles dans des revues artistiques. A commencé en 1994 par le prestigieux magazine Galo, où il publie une série de yankoma réunis sous le nom de Palépoli en 1996. Il continue son exploration dans différents magazines et publie différents recueils jusqu'à l'an 2000, où il parvient à proposer deux premières séries longues, Pi et la musique de Marie. C'est alors qu'il va accepter le défi du Suicide Club, ou le Cercle du Suicide en France, série qui va le confirmer aux yeux du grand public. Sans devenir un mangaka majeur et commercial, il va continuer de proposer des histoires intéressantes, différentes et qui vont plaire à un large public. Je peux citer Genkaku Picasso, Tokyo Magnitude 8, Je voudrais être tué par une lycéenne, et ses deux plus gros succès, Haïti no Goni et Litchi Ikari Club. Dernier titre d'ailleurs adapté de la pièce de Grand Guignol du même nom, une de ses inspirations. Mais donc, qu'en est-il de sa vision de Suicide Club? Suicide Club est un seinen d'Osamu Furuya, publié dans Otasoban en 2002, en pleine heure de pointe, à la gare de Senjoku. Un groupe de 54 lycéennes sont tous ensemble sous un train. Une seule fille survit à ce carnage, Saya.
malgré le support de son amie d'enfance Kyoko. Elle se sent coupable d'avoir été la seule survivante, mais elle devient aussi, paradoxalement, de plus en plus populaire. Elle qui était rejetée auparavant. C'est assez clair, les deux œuvres ont le même point de départ, le suicide de 54 lycéennes dans une gare, pour ensuite diverger dans leurs directions respectives. Le film devient une enquête sur une vague de suicides qui se propage. La manga devient le portrait d'une adolescente rejetée et isolée qui ressort de cette expérience transformée en s'éloignant de sa seule vraie amie. Le film est un thriller d'horreur. La manga, un drame social et ésotérique. Deux histoires parallèles dans le même univers. Le cercle du suicide du titre de la manga est littéral. Il y a vraiment un cercle du suicide dans l'histoire, bien que Club du suicide serait une meilleure traduction dans ce contexte. Il y a littéralement un club composé de lycéennes qui cherchent à se suicider autour de leur président Mitsuko. C'est le cœur du récit. Dans le film, c'est mentionné au début, puis ça devient un concept très secondaire qui lie des personnages ensemble, mais pas plus. Pour un film qui se nomme Suicide Club, il y a certes des suicides, mais peu de clubs. Si le film s'inscrit dans le courant du Z-horror moderne, la manga s'identifie moins au genre horrifique, mais conserve un lien. L'histoire est bien plus un drame ancré dans la réalité des adolescentes japonaises du début de l'an 2000, mais possède une touche d'horreur. L'horreur dans toutes les agressions et les tortures que le quotidien apporte, mais aussi de l'horreur dans le léger aspect d'occultisme que pourrait posséder la cause de ces morts. Cette atmosphère d'anormal est également accentuée par le style graphique de Furuya, à la fois réaliste, mais aux détails stylisés qui rendent certains personnages étranges et inquiétants, sans avoir la maîtrise de cet équilibre réaliste grotesque comme peut l'avoir un Zonji Ito. Ça ajoute au récit. Cela reste évidemment qu'il s'agit d'une des premières œuvres longues de Furuya qui y cherche encore son style définitif. Son cercle du suicide est surtout le portrait de la jeunesse nippone au début des années 2000. Une jeunesse toujours aux prises avec les mêmes problèmes d'intimidation, de violence, de rejet, dans une société trop rigide et conformiste et aux prises avec une sexualisation toujours plus déviante des corps infantiles. Tous ces problèmes étant amplifiés par l'Internet et toutes les possibilités de communication et de diffusion, si à une époque, une simple rumeur néfaste sur une élève rejetée demeurait exclusivement entre les murs de son école, dans ce troisième millénaire, elle peut se répandre n'importe quand dans la journée et dans toutes les écoles de la région, voire du pays. Ça rend la vie de ces élèves encore plus insupportable. Si le film de Sono aborde en surface cette atmosphère cynique et artificielle du début des années 2000, ainsi que l'effritement des valeurs familiales au Japon, la manga de Furuya s'assume nettement plus. Saya, comme toutes les filles qui l'entourent, vient d'une famille éclatée, où le père croule sous les dettes causées par la maladie de sa femme, ce qui oblige leur fille à se prostituer
pour apporter l'argent nécessaire. En devant grandir trop vite, elle est devenue une coquille vide, n'ayant plus d'estime, ni pour elle, ni pour les gens qui l'entourent, et n'ayant surtout plus foi en l'avenir. Ceux qui ont fait une proie idéale pour des adolescentes ayant besoin de dominer les autres. Toutes les adolescentes dans la manga ne sont pas des cas aussi extrêmes, mais elles ont toutes des manques en elles. Et face à la détresse d'une partie de leurs élèves, la seule réponse que leurs professeurs, ainsi que la société en général, peuvent leur apporter est de s'accrocher aux cas sociaux en vigueur. On leur propose de rentrer dans le même moule qui les a blessés. Les professeurs et les adultes ne sont ni intéressés ni motivés à trouver des solutions adaptées, car cela nécessiterait de changer le système social japonais. L'école est un microcosme, mais ces problèmes s'appliquent à toute la société japonaise du début des années 2000, même si la crise économique des années 90 s'était atténuée et que le modèle japonais avait repris de la vigueur. Cela s'est fait au sacrifice de la plus jeune génération qui se retrouvait avec des perspectives d'avenir limitées, afin que la génération de leurs parents puisse conserver leur travail. Croyant de moins en moins au modèle familial fort qui a permis au Japon de traverser l'après-guerre et contribuer au développement économique, les jeunes ont dû trouver d'autres modèles. Si la voie des sectes n'était plus aussi populaire que durant les années 80 et 90, comme ma vidéo sur 23 Century Boys l'explique bien, elle n'était pas morte et a su prendre une apparence plus douce et nouvel âge, à laquelle les adolescentes se montraient sensibles. C'est exactement ce que le Suicide Club est dans cette manga, une représentation de ces communautés parallèles présentes au début des années 2000 et qui répondaient au désespoir d'une partie de la population, jeune et moins jeune. Mitsuko n'est rien d'autre qu'une gourou entourée de ses disciples, une gourou qui leur promet la paix intérieure et le bonheur dans la mort. S'ils suivent ses instructions, ses sages paroles, et font ce qu'elle leur dit de faire, que ce soit réciter des poèmes, lui donner de l'argent ou tuer une camarade sceptique, c'est une secte. Mais c'est également incarné par les premiers forums sur Internet qui permettent à la bonne parole de Mitsuko de se propager et au Suicide Club d'avoir une incarnation bien réelle, même si numérique. Ce que la société officielle ne veut pas voir est nié. L'Internet lui permet d'exister et d'acquérir une légitimité pour ceux et celles qui sont sensibles à son message. Il ne faut pas non plus passer sous silence qu'historiquement, la société japonaise a toujours glorifié le suicide. Les images des harakiri au plus convenablement seppuku ou des pilotes kamikazes se sont imposés dans la culture populaire. Mais plus largement, la doctrine shintoïste du Hamae en est grandement responsable. L'Hamae est, pour simplifier, l'idée que notre valeur se calcule en fonction de l'image que nous inspirons aux gens qui nous entourent. Ce n'est pas une question d'ego, mais d'honneur. Plus ils ont une haute estime de nous, et plus nous avons une grande valeur.
C'est ainsi que, dans une optique radicale de cette pensée, pour effacer une grande faute, il vaut mieux mourir héroïquement pour assumer le déshonneur sur soi que de vivre avec la confiance brisée que notre entourage nous infligerait. Après le pic de suicide des années 80, le gouvernement japonais n'a pas eu le choix que d'investir dans la prévention et les programmes d'aide, avec des résultats probants, malgré une forte montée dans les années 2000. Néanmoins, même de nos jours, le suicide reste la principale cause de décès chez les jeunes de 10 à 19 ans et 2000 adolescents par année en moyenne se suicident en raison du harcèlement scolaire. Cela reste une problématique toujours d'actualité. Tant le film que la manga sont construits comme des courses contre la montre entre deux suicides. Dans la manga, Kyoko constate assez vite que le culte autour de son ami Saya grandit et va mener funestement à un autre suicide collectif. Elle doit donc trouver la cause du changement d'attitude chez son ami pour l'empêcher. Même chose pour le film où les policiers réalisent que les mystérieuses spirales de chair humaine présentes sur les lieux des suicides sont formées d'un morceau de peau des victimes actuelles, mais aussi des futures victimes. Ils doivent donc trouver les propriétaires de ces morceaux de peau avant le drame. Ce qui mène aux fins des deux œuvres, ou plutôt à ce qui cause ces suicides. Pour ceux et celles qui ne veulent pas voir la clé du mystère est divulguée, vous pouvez aller à ce moment du vidéo. Pour les autres, bienvenue dans la manga. Au fil de son enquête, Kyoko se met à penser que si toutes ces adolescents se suicident, ce n'est peut-être pas uniquement par désespoir, mais parce qu'elles sont la proie d'une force hors de ce monde physique. Une force qui vit sur Internet et qui connecte plein d'adolescentes malheureuses ensemble pour faire vivre le mythe de Mitsuko. Mais une force aussi qui prend possession, ou du moins habite, l'unique survivante de chaque suicide collectif pour continuer son œuvre, tel un virus qui a besoin d'un autre sein pour continuer à se propager. C'est mon interprétation personnelle, car la fin de la manga reste ouverte. L'hypothèse occulte est crédible et abordée dans le récit, mais l'hypothèse que ce ne sont que des adolescents rejetés qui trouvent grâce aux réseaux sociaux une solidarité dans la mort peut tout aussi bien être juste. Chacun et chacune peut se faire son opinion. Foloya ne confirme ou n'infirme aucune des deux options ou celle différente que votre lecture vous aura inspiré. Pour Sion Sono, c'est moins clair. Si les deux premiers tiers du film sont intéressants et possèdent une belle atmosphère de mystère, de suspense et une enquête qui avance en posant plus de questions que l'on résout, le dernier tiers devient un délire visuel éclaté à la Sion Sono, où l'histoire part dans n'importe quelle direction de façon incohérente. Le travail visuel de Sono et ses expérimentations prennent le dessus sur le contenu de l'histoire. Pour Furuya aussi, le visuel est important, mais il ne néglige jamais l'histoire. Pour une raison simple, Osamu Furuya sait raconter des histoires. Sion Sono ne le sait pas. Sono est un poète et un artiste visuel. C'est l'effet qui lui importe, pas le récit.
Et si la scène d'ouverture du film reste une des séquences les plus dérangeantes de l'histoire du cinéma japonais et mondial, il faut lui reconnaître ça, le reste du film n'est jamais de ce niveau. Le Suicide Club de Sono n'est pas au même niveau d'imagerie baroque, outrancière et éclatée de ses films suivants, mais c'est présent pour ce que j'ai pu reconstituer de la tornade d'informations et pistes fausses et vraies du dernier tiers du film. Les gens se suicident parce qu'ils ont perdu leur lien avec leurs amis, leur lien avec leurs amoureux, leur lien avec leurs collègues, leur lien avec leur famille et surtout leur lien avec eux-mêmes. Lien que les aspects artificiels de la société brisent. Pour survivre à ce virus du suicide, il faut retrouver l'enfant en nous et retisser son lien. Les enfants sont purs, simples et s'intéressent aux vraies choses nobles et aux sentiments honnêtes. En témoigne la comptine que les adolescentes chantent avant de se tuer, comme une façon de retrouver l'enfant en elles et de mourir purifié. Et le fait que le groupe dessert, visiblement, dissémine dans ses œuvres des messages encourageant le suicide et parlant de cette corruption de l'image de pureté des enfants par la société, groupe composé de monde de 12 ans et demi, âge à mi-chemin entre une fillette de 10 ans et une femme de 14 ans. C'est une théorie personnelle, mais assez répandue, qui n'est pas explicitement confirmée dans le film. Mais si je me fie aux entrevues de Sion Sono, tant sur Suicide Club que sur d'autres de ses œuvres, il possède un fort attachement à l'enfance et porte en haute estime l'innocence des enfants. Donc, ça me semble une théorie fort probable. Ni le film, ni la manga n'ont connu de réel succès commercial, mais ils se sont chacun forgés avec les années une réputation d'œuvre culte dans leurs médiums respectifs. Ça reste deux œuvres qui ont lancé deux artistes devenus importants sur la scène culturelle japonaise. Sion Sono et Osamaru Furuya portent chacun leur regard sur la société japonaise du début des années 2000. Une société dont sa jeunesse renonce à la vie. Et c'est toujours le cas pour le Japon. N'est jamais une société saine. Les raisons et les contextes peuvent varier. Les solutions seront différentes pour chaque cas, mais la problématique demeure criante et urgente. Sono et Furuya se prononcent chacun à leur façon sur les causes, mais aussi esthétiques que soit leur œuvre. Ils demeurent tous les deux impuissants devant la réalité qui, elle, n'a rien de poétique. La réalité qui peut être pourtant si belle et offrir une lumière bien plus chaude et réconfortante. Une lumière qui n'attire pas notre âme, mais réchauffe notre cœur. Arigato.